Donc voilà, donc bonjour à tous, bonjour aux intervenants, bonjour au public, donc des étudiants, des professionnels. On se retrouve donc pour la dernière table ronde de la journée et pas des moindres, hein, le meilleur pour la fin si je puis dire. Et donc nous allons traiter de DeFi, donc de finances décentralisées, avec des intervenants de premier plan pour le coup, puisqu'ils travaillent tous ou en tout ou partie activement au développement de cet écosystème DeFi. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Balva de chez Blockchain Partner. Bonjour Claire. Bonjour. Voilà. Brice Berda, qui est Token Brice, donc Head of Propaganda pour Paraswap et membre important de la communauté DeFi France, DeFi francophone. C'est toujours un plaisir de regarder tes lives, Brice, et de t'avoir avec nous. Merci. Également, nous avons Pascal Talarida, donc de Jarvis Network, que vous avez pu retrouver sur son stand tout à l'heure. Bonjour Pascal. On a aussi on a Marc Zeller, Business Dev Intégrateur pour AAVE. Encore ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'être là, Marc. Et merci de m'inviter, grand honneur. Merci. Et enfin, Alexandre David, donc CEO et fondateur de Paycrom. Un plaisir. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, nous aborderons donc dans l'ordre une petite introduction à la DeFi, donc pour la DeFi, pour la partie du public qui découvre vraiment aujourd'hui cet écosystème. Ensuite, nous aborderons la question de la régulation, justement, dans la DeFi et dans l'écosystème crypto en général. Et enfin, nous ferons un petit saut par le thème des stablecoins pour clôturer un petit peu la conférence. Voilà, donc Nicolas Burton et moi-même seront là pour introduire, clôturer le débat et faire des petites transitions entre les thèmes. Mais sinon, l'objectif, c'est de vous laisser un maximum d'autonomie. Voilà, donc étant donné la durée de la conférence, on va éviter de passer trop de temps sur des questions dont les réponses se trouvent facilement sur Internet, du style c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi l'Ethereum, etc. Mais je peux rappeler rapidement ce que c'est qu'une blockchain, donc savoir que c'est un type donc, de registre distribué qui se présente donc comme une grande base de données formée de blocs, donc liés les uns aux autres de manière cryptographique et contenant des informations donc, concernant les transactions, le code, etc. Donc ces blocs qui sont ajoutés par un protocole très précis les uns aux autres pour former la blockchain. Et donc c'est un processus qui est consultable, qui est open source, consultable par tous. Donc la particularité de la blockchain, c'est qu'elle est par essence décentralisée. C'est de ça qu'on va vraiment parler aujourd'hui, car chacun peut y contribuer, chacun peut participer à former des blocs qui seront ajoutés à cette chaîne. Voilà, donc maintenant que ça s'est rappelé, je vais lancer tout de suite le premier thème avec une question pour Pascal, parce que je sais que c'est un thème qui te tient à cœur. Avant la DeFi, comment on faisait pour être bankless? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour être bankless? Avant la DeFi, c'était avec l'argent sur ton matelas, en fait. Il n'y avait pas d'autre choix. Peut-être faire du troc. Enfin, ça fait très système D. Et un bankless avant, c'est plutôt un marginal, je pense, un anti-système. Aujourd'hui, être bankless, c'est absolument possible. Moi, je le suis depuis 2 ans. Donc, juste pour la définition, bankless, ça veut dire que tu es sorti du système bancaire, tu n'as plus de compte en banque. Et alors, ce n'est pas exactement vrai parce que j'ai quand même toujours besoin de payer un loyer ou des courses avec des fiat. Donc, à un moment donné, il faut que je revienne dans le système traditionnel. Mais j'ai fait le choix de fermer tous mes comptes bancaires. Et avec ma manière de vivre, c'est pas compliqué. Ça sera peut-être pas possible pour tout le monde, ni dans tous les pays, mais en Bulgarie, avec mon mode de vie, c'est possible. Et donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible puisque la DeFi te permet de remplacer absolument tous les services financiers actuels, du paiement au crédit, en passant par l'assurance, la spéculation, etc. Et en plus de ça, avant, un gars qui faisait du bankless, comme je dis, c'était un marginal, donc pas forcément des choses. Il n'y a pas en fait un challenge intellectuel, il n'y a pas des trucs à apprendre. Ça serait peut-être plus du côté humain, faire du troc, etc. Être bankless avec la DeFi, ça te pousse à apprendre plein de choses sur la finance, puisque la DeFi rend la finance sexy et intéressante. Et donc finalement, tous les jours, c'est un challenge intellectuel, tu apprends des nouvelles choses, etc. Donc ouais, c'est mêler l'utile à l'agréable, tu fais plus d'argent en plus
que si tu restes dans le système traditionnel. Et puis, c'est vraiment cool. C'est une expérience à tenter et à vivre. D'accord, je vois. Bah, c'est super explication, merci. Est-ce que peut-être les autres, vous auriez un avis sur les avantages, les inconvénients d'être bankless aujourd'hui? Ouais, bah, c'est marrant ce que tu dis, Pascal, parce que à la fois, je suis complètement d'accord avec toi et en fait, pour moi, le plus gros frein qu'il y a aujourd'hui, c'est un truc tout bête, c'est ton salaire. En fait, tu vois, moi, je reçois mon salaire, en euros, donc je suis obligée d'avoir un compte bancaire, et donc même si derrière, je peux utiliser beaucoup de crypto pour, mon épargne, mes dépenses, des services financiers, je suis toujours bloquée par ça et donc c'est vrai qu'on se rend compte que, finalement, si on veut pousser le bankless, jusqu'au bout, il va falloir que les entreprises aussi s'y mettent, pour verser les salaires en crypto, quoi. Pour moi, c'est vraiment la brique qui manque pour, permettre à tout le monde d'être bankless, facilement. D'ailleurs, j'ai un bon cas pratique là-dessus. Moi, je travaille avec un artiste qui est actuellement aux Philippines. Et ma manière de payer cet artiste en ce moment, bah, c'est PayPal. Et PayPal, c'est sympa parce que au final, j'ai ma carte bleue qui est en euros et je paye cet artiste en dollars. Et en fait, cette personne, très probablement, vu qu'elle est basée aux Philippines, convertit ces dollars en sa monnaie locale, puis envoie de son compte PayPal vers son compte en banque. Je sais avec une extrême certitude que entre ce que je paye, le montant que je paye et ce qui arrive sur le compte en banque de cet artiste, il y a probablement 5, 10, 15% qui ont disparu en commission, frais divers, frais de traitement, etc. Alors que si on choisit un peu tous le système bankless, donc payer directement cet artiste en stablecoin, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de spéculation, donc des actifs, des cryptoactifs qui seraient indexés à la valeur, par exemple, du dollar ou d'une monnaie fiduciaire, eh ben, on pourrait avoir une efficience et surtout un coût qui serait beaucoup plus faible dans ce truc-là. Et on en parle au futur, mais c'est déjà le présent, puisqu'on a eu la news hier que le réseau Visa se mettait à soutenir l'USDC, donc avec certaines conditions. Pour l'instant, c'est un début. Le PayPal qui accepte les cryptos pour faire du paiement, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc on voit que il y a beaucoup de... Souvent dans ces tables rondes, on parle au futur sans se rendre compte que en fait, c'est déjà là et ça ne fait que grossir à partir de maintenant. Et en fait, ça semblera plus naturel parce que plus simple, moins cher et plus rapide de vivre en crypto que de vivre avec son compte en banque classique. Alors, moi, je vais intervenir sur ce que vous appelez bankless et puis ce que vous appelez la défi, parce que ça évoque deux choses pour moi qui sont très particulières. La première, c'est que quand vous parlez de bankless, c'est tout de suite de la crypto. Et nous, chez Paychrome, nous proposons un compte sans banque, mais quand même en euros. Et donc, voilà, quand vous parlez et quand Marc évoque des frais qui sont prohibitifs, y compris chez PayPal, qui est pourtant une très très belle fintech, nous avons des coûts qui sont à l'acquisition deux fois inférieurs à PayPal et on le fait très bien et on propose un compte professionnel. Aujourd'hui, à 5000 entrepreneurs à partir de 2 euros par mois. Par contre, on est adossé à l'euro. Et donc, deuxième point, c'est que quand vous parlez de finances décentralisées, vous parlez automatiquement de crypto. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Nous, on propose un chemin qui est hybride, notamment sur les émissions d'actifs numériques, mais qui est quand même adossé à l'euro. Donc voilà, c'est une piste qui, je pense, est intéressante parce que le problème de conversion de crypto et le problème de régulation est un problème entier. Et donc derrière, la question, c'est comment on finance l'économie. D'accord. Bah, on va venir justement à la question de la régulation, mais avant, je voulais encore peut-être poser 2-3 petites questions par rapport à l'introduction à la DeFi. Quelque chose d'assez bateau. Si vous pouviez me répondre, quels sont selon vous les acteurs majeurs de la DeFi aujourd'hui et pourquoi justement ils en sont arrivés à ce statut de pierre angulaire de la DeFi? Voilà, c'est Oui. une question, c'est une vaste question. Allez, je peux me lancer, mais ça ne va pas être évident si vous voulez. Mais en soi, c'est assez dynamique comme statut, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va être dur de vous dire, voilà, là, il y a ces 5 chevaux et ça va être eux qui vont mener toute la course jusqu'au bout, quoi. C'est plus une affaire
d'alignement de plein de choses, en fait. Tu as à la fois un projet qui est vraiment pertinent d'un point de vue technique, qui répond à un vrai besoin sur le marché. Après, comme tout, il y a aussi une sens de pur champ, j'ai envie de dire, de timing, c'est-à-dire des projets presque similaires, mais à quelques mois ou années d'écart, peuvent donner des résultats bien différents. Et on voit pas mal de ça, ou des sortes de résurrections, j'ai envie de dire, de projets qu'on croyait presque perdus. Donc c'est vraiment, c'est pas un jeu évident, mais bon, après il y a quelques acteurs qui sont quand même, si on regarde juste par exemple, quand on est un peu perdu, on revient aux choses très simples, j'ai envie de dire. Donc on regarde juste en termes de quantité d'argent verrouillé dans les différents protocoles, et on part de là comme base. Voilà, on voit quelques tendances assez simples. Ça va être des protocoles comme le wrap Bitcoin pour tokeniser du Bitcoin sur Ethereum, ou des services DeFi primitifs, j'ai envie de dire, donc de lending ou de production de stablecoin, comme Maker ou alors Aave, Compound, et bien sûr aussi, sans oublier, les échanges décentralisés. Et donc là, on va retrouver les Uniswap, les SushiSwap et même Cake maintenant, qui commence à faire des grands volumes, même si ce n'est pas forcément de la DeFi. Ok, je vois. Donc, effectivement, ouais, je comprends cet aspect. Comme l'écosystème est encore jeune et qu'il y a énormément d'innovations qui peuvent être la plupart disruptives, forcément, les acteurs ne seront pas, enfin, les acteurs en haut de la chaîne alimentaire ne le resteront pas indéfiniment. C'est Potentiellement. C'est difficile à dire. Hein. Là, c'est un peu joué à Madame Irma, je trouve. Et alors, Mais c'est quand même beaucoup plus sain aujourd'hui. Enfin, cet écosystème est beaucoup plus sain aujourd'hui que ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les ICO en 2017. Je trouve qu'aujourd'hui, les projets qui ont émergé et que Brice a cité sont beaucoup plus matures déjà que les investissements qui pouvaient être faits il y a 3 ou 4 ans. Quoi. Et un truc qui est marrant, c'est par exemple, Bob Brice, je sais que toi, tu es à fond sur les algos, les tokens, enfin les stablecoins, et notamment RAI. Et moi, ce qui montre comment est-ce qu'on peut aller vers l'adoption, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, la DeFi a besoin de sa propre monnaie qui ne soit pas indexée à d'autres fiat. Donc, c'est le cas du RAI, d'autres personnes qui peuvent considérer l'Ether aussi comme monnaie de la DeFi. Et finalement, la première vraie adoption, le premier vrai déclenchement de la DeFi, c'était le DAI. Et le DAI, c'est du dollar. Et donc, c'est normal, on est quand même bercé depuis qu'on est petit dans un monde avec des référents dollars, euros, etc. C'est très compliqué de se déconstruire et d'avoir des nouveaux référents. Alors, peut-être que pour les digital natives et quelques hardcore DeFi personnes, c'est une évidence. Mais pour la plupart des gens, et y compris moi, et je suppose la plupart d'ici, on a besoin de toujours un référent. Et ce qui a marqué la naissance de la DeFi, outre les protocoles qu'il y avait avant, donc EtherRisk, ETHLend, la première version de Aave, c'est l'arrivée de DAI Maker qui a dit bah voilà, moi je suis la banque centrale de la DeFi et je frappe monnaie et tout un écosystème va suivre ensuite. Donc ouais, c'était marrant de voir que dans la DeFi on a quand même besoin du dollar, de l'euro, des choses comme ça. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, tu m'as aidé à réaliser aussi un peu à quel point c'était. Parce que c'est vrai, au final, je le disais dans les présentations à l'époque, mais sans même trop le réaliser, où je disais que ça a été le début de la DeFi parce que ça a apporté la prédictabilité et ça a permis à partir de là de faire des prêts ou des choses comme ça, ou ça n'a pas permis, mais en tout cas, ça a facilité. Mais ouais, il y a toujours, au fond, je pense aussi, cette quête du Graal un peu dans la DeFi, disons parmi les plus puristes en tout cas. Qui a commencé même avec des choses comme Mempool en soi, de faire quelque chose qui aurait valeur de monnaie d'échange, mais qui en même temps tire sa stabilité de quelque chose qui n'est pas lié à une monnaie fiat ou un système, au fond, qui revient un peu à la vision originelle de Bitcoin, d'une certaine manière, mais aussi avec tout cet angle ancrage dans la DeFi, parce qu'un tel actif, s'il existe, et c'est ça le côté un peu grave, ça en ferait un collatéral de choix. Si c'est vraiment quelque chose qui, en gros, tire sa stabilité d'une source autre, tierce, non corrélée à ni les cryptos, ou peu corrélée à ça, et ni corrélée au reste des marchés. Et alors, tu vois, pour apporter un peu une vision complémentaire, parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises très traditionnelles, en fait, dans mon métier. Hein. Donc, tu vois, je vois des grandes banques, des assureurs qui sont assez loin de ces sujets-là. Et moi, mon impression, c'est quand même que l'arrivée des stablecoins et de la DeFi, alors sans même parler du rail, parce que c'est encore, je pense, trop mystique pour eux, mais tous ces stablecoins et ces nouvelles applications, ça a vraiment permis
de tout simplement démocratiser les cryptos et de montrer au milieu traditionnel tout ce qu'on pouvait faire avec les cryptos. Et tu vois, moi, j'ai des clients qui, il y a 3 ans, auraient jamais voulu, ne serait-ce que évoquer Bitcoin, Ether, etc. Et qui aujourd'hui, en voyant la DeFi, nous disent mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et en fait, ça permet vraiment de convertir tout ce monde-là au milieu des crypto-monnaies, ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a 5 ans, quoi. Alors, justement, Marc, maintenant, on va arriver à un autre point de débat, justement, qui va aborder les questions auxquelles vous avez un petit peu répondu sur le rapport à la finance traditionnelle ou à la sécurité. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser, justement, dans ce rapport de la finance décentralisée à la finance traditionnelle et à la régulation. En l'occurrence, dans la finance décentralisée, c'est un peu le code fait la loi. Mais dans cet univers, dans ce nouvel univers, qui code et est-ce que l'ensemble des acteurs de la chaîne, l'ensemble des utilisateurs qui vont s'investir dans la finance décentralisée, est-ce qu'ils sont assurés des bonnes intentions qui accompagnent la mise en place de ces nouveaux outils? La réponse est très simple, hein. C'est sur un protocole réellement décentralisé. DeFi, ça veut dire Decentralized Finance, donc lié à cette partie de finance décentralisée. Les protocoles appartiennent aux gens qui participent à la gouvernance de ces protocoles. Donc, qui code? Toi. Beaucoup de gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de se lancer dans le développement, s'ils ont envie de s'impliquer directement dans la vie d'un protocole et dans les discussions autour d'un protocole, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être développeur pour influencer l'avenir d'un protocole. Il faut savoir présenter ses idées, etc. Tout le monde peut le faire. Et c'est ça la vraie force des choses, c'est que c'est pour prendre l'exemple d'AV, mais c'est la même chose chez MakerDAO, c'est la même chose chez Compound et la plupart des plateformes. Si vous possédez du token AV, vous possédez le protocole AV. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Et ça, c'est la première fois que ça existe. C'est-à-dire que il peut exister au Crédit Mutuel, votre conseiller bancaire va tout faire pour vous rendre sociétaire. Mais soyons sérieux 5 minutes, a priori, vous n'avez pas beaucoup d'influence sur votre banque, même si vous êtes sociétaire du Crédit Mutuel. Dans la DeFi, c'est différent. On peut avoir une réelle influence. Alors justement, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que, je viens de penser justement à la release de Uniswap V3, dont vous êtes probablement assez bien informé, et du fait que le code n'est plus open source jusqu'à 2023, le code est copyrighté jusqu'à 2023. Ça soulève une question parce qu'aujourd'hui, la sécurité qu'on a par rapport justement au protocole décentralisé, à la DeFi, c'est l'aspect open source, l'immuabilité du code. Et donc, si on a accès au code et qu'on sait qu'il est immuable, on peut dire ou non si c'est plus ou moins safe. Est-ce que justement, si des protocoles comme Uniswap V3, etc., commencent à avoir des copyrights, commencent à ne plus être open source, comme il y en a déjà certains qui existent, ça peut poser des problèmes, des flous par rapport à la sécurité justement des utilisateurs? Alors, open source, ça ne veut pas dire, la licence que Uniswap utilise, ça ne veut pas dire que le code est caché et accessible à personne. Tout le monde peut il y a du peer review. C'est juste une protection un peu bidon parce que franchement, je suis un anonyme, je te fork. Hein. Je vais pas, ils vont pas avoir la capacité de poursuivre tout le monde non plus. Mais après, c'est pas si simple. C'est-à-dire, en fait, normalement, Uniswap V2, on va pas rentrer non plus dans les détails techniques, mais tu importais les contrats et tu faisais copier-coller et ça marchait. Là, il y a des choses dans le code d'Uniswap V3 qui rendent ce type de copier-coller beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est impossible? La réponse est non. Mais ça va être moins facile à faire, clairement. Mais comme tu le dis, et c'est très juste, Pascal, le code est visible. Donc, il est auditable, on peut le vérifier. Il est juste protégé par des droits d'auteur, en fait. Et ça, c'est une nouveauté. Ça n'avait jamais existé. En tout cas, à cette échelle-là. Et pour circle back sur la première question, du coup, qui est liée à ça, la DeFi, contrairement à la finance traditionnelle, il y a le côté trustless qui fait que, oui, il y a des mauvais acteurs, mais si un mauvais acteur décide de mettre ce qu'on appelle une backdoor dans le code,
certes, peut-être que toi et moi, on ne pourra pas l'avoir, mais il y a plein de gens dans l'écosystème qui ont la compétence de lire du code, d'avertir la communauté, si c'est des gens qui sont sains. Et du coup, on est protégé par ça, par ce code transparent où tout le monde peut vérifier. Et tu peux aussi tout le temps vérifier la solvabilité de quelque chose, de ta contrepartie. Par exemple, sur le cas de JMI, les actions avec Robinhood et Citadel, un des gros problèmes, c'était que quand tu trades avec un broker, ils utilisent le même système que la réserve fractionnaire des banques, c'est-à-dire que le broker est contrepartie de tous ses clients en même temps. Et ça, c'est un problème. Dans la DeFi, tu n'as pas ça. À chaque fois que tu as une contrepartie, ces deux contreparties loguent du collatéral ensemble et du coup, tu es assuré de la solvabilité de ta contrepartie. Donc, c'est un système dans lequel on a quand même beaucoup plus de protection. Il n'y a pas de risque de contrepartie ou très peu. Transparence, trustless. Tu sais que, par exemple, si tu utilises un oracle comme Chainlink, il n'y a personne qui peut manipuler le prix. Un broker classique peut manipuler le prix et ça, tu ne le sauras jamais. Donc, il y a ce petit côté qui est quand même beaucoup plus rassurant. Et donc, oui, il peut y avoir du code malveillant, mais à long terme, ça disparaîtra. Et moi, je suis persuadé que même si on n'a pas besoin de régulation, on a juste besoin peut-être d'une sorte de DAO, d'un groupuscule qui émettrait des labels en disant c'est bon, on a revu ce code-là, il est safe, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça ne donnerait pas un crédit, mais ça donnerait une sorte de confiance en telle ou telle équipe et tu aurais du coup la possibilité d'utiliser tel ou tel protocole en dormant sur tes deux oreilles, plus ou moins. Alors que dans la finance traditionnelle, tu n'as accès à rien, tu es obligé de faire confiance à la personne qui est en face. Et le problème, c'est qu'avec la finance traditionnelle, tu as toujours un conflit d'intérêts. La personne en face de toi, elle est là pour faire de l'argent. La personne en face de toi, elle est là pour essayer de faire le maximum. Elle a des objectifs mensuels de rentabilité, de machin. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des sociétaires. Ils ont quand même des objectifs. Je veux dire, ils ont des équipes de sales en disant, voilà, ce mois-ci, il faut faire tant d'ouverture de compte, tant de dépôts, tant de machin. Et donc, forcément, à partir du moment où tu as des gens qui sont salariés, qui ont une obligation de résultat. Des fois, le côté, comment ça s'appelle, l'éthique peut être remise de côté au profit du résultat. Tu n'as pas ça sur la DeFi. Tu peux pas avoir ça, en fait, sur la DeFi. Et c'est ça que je trouve magnifique, même si ça fait un peu utopique, mais du coup, tu es plus en sécurité quand même dans ce type d'environnement que quand tu sais pas qui t'es en face et pourquoi. Et tout. Ouais, Pascal, je vais intervenir par rapport à ton propos qui a une partie polémique quand même par rapport aux banques traditionnelles, mais c'est bien parce qu'il y a un échange et c'est aussi l'objectif de la table ronde d'échanger sur ces différents aspects. La question quand même de Nicolas, c'est pas les banques, c'est la régulation. Et donc la régulation par le code. Et donc ta réponse me fait penser à une forme de Wikipédia et de régulation naturelle. Alors, le problème, c'est que déjà, quand tu fais une transaction et que tu as un leak en millions d'euros, on l'a vu récemment, le fait de dire, ouais, là, j'ai une paume de 11 millions d'euros, je suis désolé, il y avait un mec qui a fait une erreur de code. Quand tu es concerné, ça fout les boules. Bon. Donc, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, il y a une forme de consensus autour de la table ronde, comme quoi la régulation, c'est mal et il faut sortir de ça. Et il ne faut pas oublier que si on a une régulation, c'est avant tout pour protéger l'ensemble des acteurs et quelque part sur une forme de citoyenneté économique pour assurer la parité des échanges. Qui dit ça en fait? Excuse-moi, il faut se poser la question aussi de la finalité de l'exercice. Et donc pourquoi est-ce qu'on blockchainise et encore une fois, où est le financement de l'économie? Moi, ce que je retiens, c'est que il y a aujourd'hui dans DeFi ou dans le monde crypto ou dans l'autorégulation, il y a le côté anonyme, ça c'est sûr, et c'est un côté envoûtant, et j'entends dans vos échanges, c'est hyper envoûtant. Il y a un deuxième aspect qui est la sécurité des transactions, et la blockchain est là, et elle assure une traçabilité, mais il ne faut pas oublier que le phénomène d'autocorrection des codes peut introduire des brèches, et ça fout les boules. Je le dis et je le redis. Et le troisième point, il y a un côté gamification et encore une fois qui est hyper important. Mais au service de quoi? Et donc la question, c'est comment vous mettez du sens dans cette finance pour financer l'économie réelle. Et ça, c'est hyper important. Parce que si votre approche est uniquement spéculative, vous passez à côté de quelque chose. Donc il y a un côté innovant qui est hyper important, mais
où est-ce que vous apportez de la valeur, non pas à votre portefeuille ou à des fins spéculatives, où est-ce que vous apportez de la valeur dans des échanges qui sont fondamentalement stables, pérennes et qui derrière vont construire de l'emploi. C'est ça qui est important. Ouais, mais ça pour moi, je suis d'accord, mais c'est un débat qui est même pas spécifique à la DeFi. Je veux dire, tu pourrais avoir le même débat sur la finance traditionnelle en disant est-ce que vraiment ça finance l'économie réelle aussi. En fait, à la fois, je suis d'accord et en même temps, je trouve que c'est presque un peu dur et trop ambitieux de demander à la DeFi qui globalement existe depuis 2 ans, 3 ans, de financer l'économie réelle alors que la finance traditionnelle qui est là depuis des décennies n'arrive même pas à le faire correctement, tu vois. Donc, mais je suis d'accord sur l'ambition, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on est sur un écosystème qui est encore hyper émergent, qui est en train de se construire, qui est en train d'établir des standards. Et sans doute que la vision, elle doit plus s'orienter sur le financement de l'économie réelle, mais tu peux pas tout faire en même temps, quoi. Tu vois. Oui, Claire, juste pour rebondir sur ton point, notre ambition, c'est nous, en termes de finances décentralisées, et je reprends le point de Pascal, nous, notre ambition, c'est de faire de l'émission de titres et de faire des émissions d'actifs numériques sur base de l'euro et en se passant des banques. et donc aujourd'hui, on travaille sur plusieurs émissions, et donc on est basé sur l'euro, on est réglementé, mais on blockchainise des actifs, et donc on a à la fois cette partie sécurisée par la blockchain et ce côté gamification, parce que nos actifs, derrière, on apporte de la géologue ou des éléments dans la blockchain qui sont associés et qui permettent de localiser les actifs. Ça, c'est hyper sympa. Après, effectivement, nous, on ne va pas financer des centaines de millions d'économies réelles avec de la crypto, parce qu'il y a trop de volatilité. Et puis, en fait, le système traditionnel, enfin, le problème, on parlait tout à l'heure de se faire payer en salaire, etc. Si tu as une trop grande volatilité de la crypto, ça ne fonctionne pas dans notre économie aujourd'hui. Pour répondre à... Un frein qui est majeur. Pour répondre au premier point sur la régulation, je ne suis pas d'accord parce que la régulation, en fait, désolé si je te tutoie, elle est là pour, et tu l'as dit, elle est là pour protéger les acteurs. Quel acteur? Elle est là pour protéger l'investisseur. De qui? De la personne qu'elle a en face. Le régulateur n'est pas là pour réguler la banque ou la finance, elle est là pour réguler le banquier ou le financier. Celui qui, consciemment et sciemment, va cacher des données pour vendre telle ou telle chose. On a eu le cas avec la dette grecque et Goldman Sachs, on a eu le cas avec les subprimes, on a eu le cas avec JP Morgan et toutes ces banques qui aident également au blanchiment d'argent. Donc, l'idée de la régulation là-bas, c'est de dire, bon, un homme, il est faillible, donc il faut qu'on mette en place une structure. Un code, ça ne peut pas être faillible. Les seuls problèmes, c'est ce que tu as dit. Effectivement, il y a les brèches de sécurité, mais là, ce n'est pas lié vraiment à la régulation, c'est plus lié aux bonnes pratiques. Et c'est ce que je dis, on a besoin davantage de sécurité, de résilience et d'assurance. Mais en termes de régulation, c'est comme les voitures Tesla. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de boire et de conduire. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, je suis faillible. Je ne veux pas causer un accident parce que l'alcool altère mes fonctions. Mais par contre, si demain, j'ai une voiture qui se conduit toute seule, le code de cette voiture est infaillible, entre guillemets, à part s'il y a un bug, encore une fois. Et du coup, je peux boire, je peux manger, je peux faire ce que je veux en voiture, je n'ai plus besoin de porter attention. Et du coup, la régulation, le code de la route va changer au fur et à mesure où on a des voitures qui sont autonomes. De la même manière que la régulation sur la DeFi, c'est, entre guillemets, pas utile, puisque on n'a pas besoin de protéger quelqu'un contre un code, on a besoin de protéger quelqu'un contre des acteurs malveillants. Or, comme les codes sont transparents et auditables par tout le monde, un code malveillant serait très vite mis de côté. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de régulation. Et ça, c'est un distinguo qu'il faut faire, à mon avis, et que c'est très important, DeFi versus CeFi, même s'il y a beaucoup de synergie, c'est qu'il ne faut pas oublier quoi. La régulation, c'est pour protéger l'homme de l'homme. Et dans la finance centralisée, quand c'est autonome, par exemple, Marc, qui travaille dans une banque autonome. C'est très compliqué de réguler AV, parce que qu'est-ce qu'il y a à réguler, en fait? Le code de AV n'a pas de conscience, il ne peut pas dire, bah, tiens, je vais prendre une décision pour faire plus d'argent sur le dos de quelqu'un, ou tiens, je vais mentir à tel ou tel, ou alors je ne vais pas faire de reporting et je vais cacher des pertes ou quoi que ce soit. La régulation, ça sert à ça à la base. Alors après, il y a tout le côté AML, c'est un autre débat, c'est beaucoup plus compliqué, mais je voulais répondre du coup sur ce point. Okay. Et pour le financement de l'économie réelle, je termine juste par ça,
Donc, comme a dit Claire, il n'y a pas enfin, la finance classique, elle fait beaucoup plus de dommages qu'elle ne crée de valeur. Je veux dire, elle fait des crises, elle crée de l'inflation, elle crée certes de la richesse. On ne va pas dire que ce n'est pas un système qui fonctionne, mais c'est quand même un système qui n'est pas parfait. Il y a des disparités énormes. On le voit juste là avec le Covid. Moi, je vois, ne serait-ce que là en Bulgarie, on n'est pas capable, personne n'est capable d'aider les gens qui sont dans le besoin, etc. Et pour la création de valeur, mais on est des consommateurs. C'est pas parce qu'on est dans la finance centralisée qu'on ne va pas payer des impôts ou quoi que ce soit. Donc, il y a des taxes qui sont payées. On est des consommateurs, donc on va payer de la TVA et on va générer de l'argent et peut-être plus localement. Moi, je consomme comme n'importe qui et donc je crée, j'apporte ma petite pierre à l'édifice également en termes de valeur pour la société. Donc, du coup, parce que forcément, on est obligé d'avancer un petit peu, on est désolé. C'est une question peut-être simple en apparence, mais je trouve ça assez drôle que on met quelques Français ensemble et ça part tout de suite en débat philosophique. Ah, mais toujours. Donc, du coup, question peut-être trop simpliste. Du coup, ce développement de la finance décentralisée, et ça va être intéressant parce que vos avis divergent là-dessus, il va se faire en opposition à la finance traditionnelle ou dans une forme de collaboration? Parce que tout à l'heure, par exemple, Pascal, tu as dit défi versus finance décentralisée et juste après, tu as dit synergie. Donc là, c'est peut-être juste vos pronostics, mais comment vous envisagez ça? Je pense que les frontières vont devenir de plus en plus floues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la CeFi d'un côté, la DeFi de l'autre. C'est un spectre. Et on va avoir de plus en plus d'acteurs de la finance décentralisée qui vont proposer des services financiers qui sont ceux de la finance classique. Et je pense typiquement à des acteurs qui obtiennent des licences de Money Transmitter, de Money Service Business, de EMI en Angleterre, donc Money Institution. Toutes ces licences-là, ça va permettre d'avoir des entre guillemets, des comptes Revolut ou des comptes de N26, Monzo, Néobank, mais orientés DeFi. Et là, forcément, si on veut un compte là-dessus et une carte bleue là-dessus, va falloir à un moment montrer son passeport et dire d'où vient l'argent, surtout si les montants sont un petit peu plus forts. Donc, il y aura ce qu'on appelle des procédures KYC, AML, donc anti-blanchiment d'argent, identification des customers, et ce ne sera pas parfaitement, si le protocole est décentralisé, si le code est décentralisé, ce ne sera pas permissionless, donc sans permission, mais à permission. Ne pourront participer à ces produits que les gens qui cocheront les cases de la compliance et de la conformité. Donc ça, c'est une chose. On va avoir aussi, et on les a déjà, de plus en plus d'acteurs de la finance centralisée qui offrent des services décentralisés. Il y avait Centrifuge qui a été cité dans le chat du panel, Celsius. Ça, ce sont des acteurs qui déposent déjà dans la finance décentralisée. Donc, ce sont des interfaces centralisées vers des services décentralisés. Et du coup, il y a vraiment cette jonction entre les mondes centralisés et décentralisés qui vont se rencontrer dans un spectre de différents services parce qu'en fait, il y a différents types d'acteurs. Si je suis une grande institution bancaire, je suis peut-être pas hyper à l'aise pour déposer des fonds dans un protocole où n'importe qui peut déposer et donc potentiellement des bad guys, comme ils disent, ou des fonds qui viennent d'un pays qui a des sanctions, ce genre de choses. Du coup, je serais plus à l'aise d'utiliser la même technologie, mais plutôt dans un protocole qui est le même protocole, mais une autre réserve de liquidité qui dit, bon, si tu veux déposer là, montre-moi ton passeport, montre-moi ton entité, et tu ne peux venir que de cette liste de pays-là. Et ça, est-ce que c'est encore de la DeFi? Est-ce que c'est de la CeFi? Est-ce que c'est entre les deux? Et ça, c'est vraiment la direction vers laquelle on se porte, avoir différents services qui répondent à différents acteurs qui ont différents besoins. Et ces services sont créés pour répondre à ces besoins, parce que les besoins sont multiples, les acteurs sont multiples, et du coup, les solutions seront multiples. Ouais, moi, je vois beaucoup d'acteurs de la TradFi qui, à mon avis, vont se positionner plutôt en agrégateur de services DeFi. Tu vois, je doute qu'ils essayent de racheter carrément des services DeFi. Je pense qu'en tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup trop loin pour eux. Mais par contre, faire de l'agrégation comme ce qu'ont pu faire certaines banques en ligne assez rapidement il y a quelques années, ça, ils vont y aller. Et en tout cas, c'est pour moi la première porte pour eux pour s'occuper de cet univers-là, quoi.
D'accord, super. Et ben, justement, je rebondis là-dessus dans l'optique parce que du coup, tout ça, c'est dans une optique de démocratisation justement de la DeFi, de l'adoption de masse, etc. Et donc, pour continuer justement sur notre programme, une des pièces maîtresses de l'adoption de masse, ça va être forcément les stablecoins, l'apparition des stablecoins, donc depuis 2017, il me semble. Quel est selon vous, en fait, parce que dans les familles des stablecoins, on dénote plusieurs familles, c'est-à-dire que le principe du stablecoin, ça va être d'avoir une valeur qui est indexée à 1 pour 1 avec quelque chose d'autre, un actif sous-jacent. Donc, en l'occurrence, la plupart du temps, ça va être des fiat. Et on a plusieurs moyens d'assurer justement la stabilité de cet actif. Les moyens utilisés comme par exemple par l'USDT qui sont d'avoir un dollar en banque pour un token USDT émis. Mais on a d'autres, tout à l'heure on a vaguement évoqué les stablecoins algorithmiques. Voilà, donc on a plusieurs familles. Selon vous, quelle serait la meilleure façon ou une des façons les plus prometteuses de backer un stablecoin? Bah, je vais répondre à celle-là. Comme souvent en DeFi, on a un peu, parce que je suis assez près à ces sujets-là, donc il y a un peu c'est une démarche, j'ai envie de dire, de foisonnement et puis après de concentration. Donc je m'explique. Foisonnement, c'est-à-dire au début, on a un problème qui est là, en l'occurrence, comment on représente un actif tiers, que ce soit du dollar ou même du Bitcoin, de façon réellement trustless et sans faire de compromis d'un point de vue de confiance sur la chaîne Ethereum. C'est le problème, disons, fondamental. Et pour résoudre ce problème, il y a eu plusieurs approches. Bon, il y a toujours pas mal d'approches qui sont explorées, mais celle en tout cas qui semble le mieux marcher avec le peu de données qu'on a encore aujourd'hui, parce que c'est assez récent tout ça, ça a commencé il y a grosso modo 1 an, peut-être un peu plus, c'est plutôt des approches en fait hybrides qui prennent un peu des idées de différentes approches. Et donc là, disons, on a parlé de Ride, mais il y en a d'autres. Il y a des trucs comme Frax, par exemple, qui va être un stablecoin qui a une partie algorithmique, mais en même temps, en gros, sa banque centrale smart contract, si vous voulez, construit une réserve dans d'autres stablecoins, eux backés à 1,1 sur le dollar, comme l'USDC, il me semble, pour l'instant. Et après, cette réserve sert à racheter le stablecoin. Le système lui-même rachète du stablecoin quand il est en dessous du dollar pour le ramener à son peg. Donc voilà, c'est des manières d'un peu de connecter les deux différents types de architecture de stablecoin, disons, pour faire quelque chose de plus résilient sur la durée. C'était les fameuses supply élastiques qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps avec l'apparition d'Ample Force, il me semble. Le premier, ça devait être Ample Forte. D'accord. Et du coup, pour rester dans la même lignée, donc pour assurer, en fait, parce qu'on disait justement qu'un stablecoin pouvait perdre son PEG, donc pouvait perdre justement la valeur sur laquelle il cherche à rester indexé. Quel problème ça pourrait poser? On en a eu avec le problème de perte de DAI, la perte du PEG de DAI sur Compound, qui avait engendré beaucoup de liquidations, etc. Quels sont les problèmes qui pourraient survenir dans un tel événement? Juste pour Compound, pour être clair, le DAI en soi n'avait pas bougé à 1,30. C'était l'oracle, donc c'est-à-dire la perception du prix de DAI par le système Compound, qui le voyait à 1,30 et a agi comme si. Mais parce que c'est un peu la subtilité avec ces trucs-là, en fait, c'est que le problème arrive à plusieurs niveaux. Parfois, le problème est souvent, en fait, c'est quand on parle des oracles, le problème est dans la capture de données, en fait. C'est-à-dire, bon, alors parfois, ça correspond à des vraies manipulations sur le marché parce qu'ils ne prennent pas en compte une situation totale, c'est que sur certaines poules. Mais déjà, il y a ça. Mais après, en soi, tout dépend. Les pertes de PEG sur stablecoin, il faut aussi quand même rassurer un peu les gens. C'est-à-dire que là, on parle de stablecoin algorithmiques qui sont des choses, disons, assez expérimentales. Mais après, les stablecoins centraux, disons, majeurs, donc des systèmes plus centralisés comme Circle USDC, USDT, ou des choses comme ça, ou même DAI, qui est un système plus décentralisé, ils ont prouvé un peu leur résilience. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que la plupart, ils ont survécu des mouvements significatifs de leurs collatéraux IS ou des choses comme ça, depuis le temps qu'ils existent, plusieurs années maintenant pour Maker, par exemple. Ouais, merci pour ta réponse. Mais alors, du coup, justement, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Je me dis que on a déjà eu vent de quelques petits problèmes, justement, qui sont remontés vis-à-vis de la trésorerie de Tether,
j'ai pas eu vent de problème par rapport à Circle et l'USDC, mais ça revient encore une fois sur la question de la centralisation. On a une partie de l'activité qui est centralisée, qui va du coup être plus facilement auditable peut-être ou régulable. Est-ce que ça peut soulever des questions pour l'avenir long terme, en fait, justement, des stablecoins qui sont justement censés être backés par une entité centralisée? Ouais, bah, en fait, aujourd'hui, pour moi, t'as pas de solution parfaite. Parce que, effectivement, soit tu as des choses qui sont parfaitement décentralisées, auditables, mais dans ce cas-là, tu vas avoir parfois des problèmes de PEG, comme tu l'as dit avec le DAI, parce que tu es obligé de mettre un peu plus en collatéral que ce que ça représente. Soit tu as des systèmes vraiment purement centralisés où là, globalement, tu mets des euros et des dollars sur un compte en banque et tu dépends mécaniquement de tiers de confiance. Après, tu as quand même des solutions disons de backup où tu te dis si je suis centralisé, que je mets tout sur un compte en banque, je peux faire en sorte d'avoir alors c'est encore des tiers, hein, je suis d'accord, mais tu vois, d'avoir des sortes de labels qui vont attester que j'ai bien tant d'euros, tant de dollars sur le compte. Alors, je vais pas faire de la promo de de KPMG chez qui je suis maintenant, mais tu vois, des boîtes comme ça, des cabinets d'audit, des Big Four peuvent tout à fait apposer un tampon pour certifier que tu as tant sur un compte en banque. Alors, tu vois, là encore, c'est pas des solutions parfaites. Je pense que les stablecoins algorithmiques, c'est hyper intéressant et le vrai souci, comme l'a dit Brice tout à l'heure, c'est que c'est pas encore très mature. Tu vois, on n'a pas enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion d'en étudier tout simplement parce que t'as pas de solution mature qui existe là-dessus. Peut-être que l'avenir se situe plutôt là-dedans. Mais pour l'instant, effectivement, tu n'as pas de mécanisme 100% parfait, quoi. Ok, et du coup, je rebondis là-dessus. Je me disais que là, on parle essentiellement donc du DAI, de l'USDC, du USDT, qui sont des stablecoins qui sont essentiellement utilisés par, si je peux me permettre de vulgariser, les investisseurs, les traders, qui vont surtout être utilisés justement dans des stratégies d'investissement ou de couverture, etc. Mais on a également l'apparition petit à petit des monnaies de banque centrale, ce qui pourrait être également une forme de stablecoin, peut-être plus adapté à l'adoption de masse, peut-être plus adapté aux micro-paiements du quotidien. Est-ce que selon vous, les MNBC, si je ne dis pas de bêtises sur l'acronyme, sont une solution qui pourrait arriver à court terme, par exemple, comme on voit le yuan numérique en Chine ou au Panama, le 100 dollar qui commence à voir un petit peu le jour? Ah, si Déjà, seulement. je découvre l'acronyme français. C'est Monnaie nationale de banque centrale, c'est ça? MNBC? Numérique. En anglais, c'est quoi? DCEP, c'est ça? Digital Currency Electronic Payment? Non, sans le B, c'est Coins. Voilà. Et en Europe, pour moi, c'est un machin, clairement. Claire, je pense que ton avis là-dessus est hyper pertinent. Et, en Europe, c'est un machin. En Asie, ça ne l'est pas, surtout en Chine. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas un Français qui utilisera ce type de coin dans les 5 prochaines années. Je suis prêt à le parier. Ouais, déjà, je pense que le temps que ça arrive, c'est pas tout de suite. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les monnaies numériques de banque centrale, en tout cas en Europe, ne prévoient pas d'être un stablecoin sur Ethereum, par exemple, hein. Pour l'instant, ce qui est plutôt envisagé, c'est de la blockchain privée interbancaire pour remplacer les protocoles SWIFT pour gérer des monnaies de banque centrale entre les banques. Donc, on est encore assez loin des monnaies type stablecoin pour le citoyen. Et puis, si jamais il y a une monnaie qui est émise pour le citoyen lambda, pour en gros remplacer le cash, quoi, si on peut le dire franchement, a priori, ça sera en centralisé. Quand on lit les rapports, on se rend compte que ça va être soit de la blockchain privée, donc distribuée par les banques actuelles, soit ça va être complètement centralisé. Et du coup, dans les deux cas, si tu vois, on est très loin de la DeFi, on est très loin de l'écosystème Ethereum ou même d'autres écosystèmes de blockchain publique. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, la Banque centrale ne se positionne pas tellement sur nos sujets de finances décentralisées. C'est vraiment, ils ont un business à sauvegarder. Je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais en général, quand tu parles à un banquier, ils te disent non, mais on n'aime pas trop la crypto ou on n'aime pas les comptes crypto parce que c'est de l'AML, c'est du KYC, etc. Or, quand tu rencontres un banquier, quand il enlève son costume de banquier, que tu le rencontres le soir, Ils sont super chauds, hein. C'est incroyable.
Moi, j'ai un ami qui est directeur de banque, et donc son discours officieux et officiel n'ont rien à voir. Et l'officieux, c'est mais on a clairement, ouais, on sait être anti-crypto, en fait, c'est juste une stratégie business, parce que aujourd'hui, la crypto et la DeFi sont là pour prendre des parts de marché dans certains pays aux banques. Et donc, il y a cette peur, et les banques centrales, elles n'ont aucun intérêt à lâcher leur pouvoir pour Ouais, mais tu vois, autant je trouve ça logique de la part des banques commerciales, autant de la part des banques centrales, je trouve ça dramatique parce qu'en fait, là, elles sont en train de confondre défendre la banque centrale et défendre l'euro. Tu vois, si elles voulaient vraiment faire monter l'euro en termes de souveraineté, bah, juste elles feraient un stablecoin euro sur Ethereum. Enfin, tu vois, au moins on pourrait commencer à créer des euros dans la DeFi. C'est même pas ce qu'elles font parce qu'en fait, l'idée c'est vraiment de protéger leur business, comme tu dis, et pas de protéger la monnaie qu'elles sont censées protéger, quoi. Je trouve les États-Unis bien plus pragmatiques sur la question, surtout sur l'USDC, puisque Circle, ça devient de plus en plus la crypto-monnaie de banque centrale officieuse des États-Unis, où il y a une approche, il y a eu des paiements qui vont bien sûr, c'est de l'anecdotique, mais ça montre un intérêt des paiements officiels faits par le gouvernement en USDC. Et j'ai l'impression qu'ils ont une approche bien plus pragmatique en disant, bon, ça existe, bon, il y a du volume. Et bon, pour l'instant, 99,9% des volumes d'échanges se font en dollars. Et nous, on aime bien la souveraineté du dollar et que ce soit de facto la monnaie de settlement des échanges mondiaux. Donc, on va éviter de taper dessus et on va voir ce que c'est que ce machin et expérimenter avec. L'Europe est incapable de faire ça. Et du coup, l'Europe est en train de se tuer sur un marché qui est naissant, qui valait même pas 1 milliard il y a 1 an et demi, qui en vaut 50 milliards aujourd'hui et qui en vaudra probablement beaucoup plus dans 1 an. C'est tant pis, mais c'est comme ça. Alors, je me permets d'intervenir pour malheureusement mettre fin au petit instant de débat parce qu'on va essayer de pouvoir vous poser quelques questions du public. Malheureusement, le temps passe trop vite. Donc, pour le moment, on vous remercie d'avoir tous pris la parole pour nous donner des avis aussi différents qu'enrichissants et intéressants sur ces différents sujets. Et je vais laisser William vous communiquer les questions qu'on a pu avoir du public. Alors du coup, bon, j'étais en train de faire le tour des questions et je vois que sans forcément y faire attention, vous y avez répondu, plus ou moins. On a d'autres questions, par exemple la dernière de Audreyne Ségalin, excuse-moi si je le prononce pas bien. Pourquoi est-ce qu'une crypto-monnaie qui est actuellement volatile ne pourrait pas se stabiliser à l'avenir? Bon, c'est des principes assez classiques, mais je vous laisse éventuellement lui répondre. Ça, c'est la fameuse théorie de l'hyper-bitcoinisation qui est très chère à une frange assez convaincue de la crypto, pour pas dire intégriste, et qui dit que quand Bitcoin sera suffisamment gros, la volatilité du Bitcoin sera beaucoup plus faible. Parce que forcément, si c'est la monnaie référence mondiale, c'est un peu comme l'or, et l'or, même une version plus ambitieuse et plus grosse que ce qu'est l'or aujourd'hui, ça ne bouge pas de 30% tous les jours. Donc, c'est une vision qui a un peu du mal à passer quand on connaît un peu les principes économiques et qu'il y aura toujours une offre et une demande qui iront définir un prix. Donc, a priori, c'est bien d'avoir des actifs et d'avoir de la monnaie. Et généralement, moi, je n'achète pas ma baguette de pain avec une action Tesla. A priori, ce serait envisageable économiquement, hein, si ma boulangère est d'accord et j'achète suffisamment de pain, pourquoi rien ne s'y oppose, ce serait légal. Mais a priori, on utilise un moyen d'échange, une unité de compte qui met tout le monde d'accord, qui s'appelle l'euro. Et c'est très bien et ça sert de monnaie, tout simplement. C'est ça, la crypto, elle n'a pas volonté à être un moyen de paiement. Ça représente la valeur d'un network. Alors après, il n'y a aucun aujourd'hui outil pour modéliser la valeur d'un network sur la crypto. Mais pour moi, une crypto, ça peut soit monter, soit descendre, parce que la valeur du réseau et de la communauté augmente ou descend, et la perception du marché suit. Et c'est pour ça qu'on a les stablecoins, et c'est pour ça que je suis persuadé qu'on aura toujours des euros, des dollars, etc. en stablecoin. Donc, ouais, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait moins de... Il peut y avoir moins de volatilité parce qu'il y a plus de liquidité, mais c'est tout. D'accord.
Je connais beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord avec vous dans l'écosystème. Enfin là, on est beaucoup à être plutôt écosystème Ethereum, mais je connais pas mal de gens qui croient dur comme fer, justement, en fait, que Bitcoin va, en tout cas, avoir des évolutions qui lui permettront de devenir une monnaie et un moyen d'échange aussi, quoi. Ouais. Ben, c'est bien d'y croire, ça fait 12 ans qu'ils y croient et on en reparle dans 12 ans. Là où je les rejoins, c'est que la monnaie, ça reste une convention. Et partout dans le monde, tu peux échanger une Rolex ou de l'or contre un bien. Donc le Bitcoin, pour moi, c'est l'une des rares cryptos à avoir ce statut international qui peut être reconnu de partout, même sur Mars. Voilà, ça a de la valeur. Mais comme moyen de paiement mondialisé et globalisé et tout, j'y crois moyen. D'accord, je vois. Et j'en prends une petite dernière question parce que je vois Antoine de AP Wine qui parle de Unslashed dans le chat. Encore un de nos petits bébés français. Ça me fait penser justement, est-ce que vous pourriez présenter rapidement les quelques les quelques produits d'assurance, donc que ce soit du marché prédictif ou vraiment de l'assurance comme chez Unslashed, qui existent actuellement déjà ou qui sont en train de naître en crypto, en DeFi? Nous, on a un modèle un petit peu différent des autres puisqu'on a un système de fonds de protection. Donc, le mot assurance est un mot extrêmement régulé qu'il faut utiliser que seulement dans un contexte où on a le droit de l'utiliser. Donc, je parlerai de fonds de protection et je n'utiliserai pas ce mot. Voilà. Et du coup, le fonds de protection de AV, il représente 1,5 milliard de dollars aujourd'hui, sachant qu'on a des dépôts de 6 milliards. Et que, en fait, ce n'est pas les dépôts qui sont le plus important quand on parle de fonds de protection, mais plutôt les positions ouvertes, les emprunts ouverts. Et on est sur 1,1 milliard d'emprunts ouverts actuellement. Du coup, on a un fonds de protection qui est assez proche de pouvoir protéger l'ensemble des positions, même s'il y a une catastrophe de marché. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a des paramètres sur ce fonds de protection. On ne peut pas tout utiliser en même temps. Il y a aussi la volatilité des actifs, etc. Mais il y a cette idée de, plutôt que d'utiliser un acteur extérieur, on va utiliser la communauté du protocole AV pour, s'ils le désirent, aller protéger le protocole eux-mêmes. Et du coup, on a cette vision interne de la protection. Et ce que je trouve intéressant, proche, donc soit on utilise des acteurs externes, soit on a des acteurs internes, soit on a des choses mixtes. Donc, par exemple, chez MakerDAO, il y a le système Surplus qui représente actuellement 20 millions de dollars et qui a objectif de représenter 100 millions de dollars à terme. Mais rien n'empêche quelqu'un qui utilise MakerDAO d'aller prendre une assurance externe de type Unslash Finance ou Cover Protocol ou Opin, etc. Et cette idée d'expérimentation, de créer des choses, de créer des modèles, c'est hyper intéressant parce que l'assurance, c'est aussi un des milieux qui est complètement différent dans la finance décentralisée, puisque quand on fait de l'assurance traditionnelle, on navigue à vue. On ne sait jamais vraiment si les déclarations sont réelles, si l'activité est réelle, si la personne qui prend une couverture pour tel dommage, en fait, il sait très bien qu'il va y avoir un événement dans les prochaines semaines, voire il a déjà eu lieu, il essaye de se couvrir en prenant une assurance alors que le dommage a déjà eu lieu. Tout ce genre de choses, ça n'arrive pas dans la DeFi parce que on connaît les positions de chacun et la collatéralisation de chaque position, mais il y a quand même des risques qui existent parce que ça n'existe pas la finance sans risque. Et comment quantifier ce risque, parce que c'est ça le métier d'un assureur, c'est de faire des paris que tout va bien aller pour vous. Un assureur est un grand optimiste, un assuré est un grand pessimiste. C'est le grand principe. Et voir comment ça s'organise, c'est passionnant dans la DeFi actuellement. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais un petit peu de pub pour DeFi France et pour la chaîne où tu fais les live Token Breeze, car il me semble que récemment, tu avais invité Alex de chez AVE, une actuaire de chez AVE. Je vous invite à aller tous voir sur YouTube DeFi France et pour en savoir un petit peu plus justement sur la gestion des risques inhérents à différents projets, dont en particulier AVE. Ouais, en effet, ouais, si ça intéresse des gens, j'ai pas mal couvert ça, autant avec ce live, avec donc Alex, l'actuaire d'AV, où on a creusé pendant 2 heures un peu cette dimension-là et son métier. Et il y a des ressources aussi sur mon blog qui vous parleront un peu de l'évaluation du risque en DeFi. Et aussi un truc on n'a pas forcément le temps de mentionner, j'imagine, mais au-delà de l'assurance, il y a aussi toute une logique de ségrégation, de diversification et de distribution du risque, en fait. Des choses comme du tranching ou des outils d'edging contre des variations de yield ou des choses comme ça.
Voilà, après, on rentre un peu dans des choses plus complexes, mais voilà, on parlait d'Upwine, c'est aussi en quelque sorte un outil qui peut servir à gérer une forme de risque. Le fameux tranching de risque, oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'article que tu avais partagé récemment. Je vais essayer de le retrouver pour le mettre sur le chat pour que tout le monde y ait accès. Mais ce qui est génial, c'est que dans la DeFi, ce qui était une très mauvaise idée, ce qui a provoqué la crise de 2008, c'est-à-dire trancher du risque et mettre des produits financiers plus ou moins en paquet de risques avec des choses qui étaient censées être sans risque, AAA, et des choses qui étaient censées risquer subprime, ce qui était une très mauvaise idée dans la finance traditionnelle parce que il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas le réel risque des choses. Dans la DeFi, tout à coup, ça devient quelque chose qui est réellement quantifiable et auditable. Donc, des choses qui font peur aux gens, comme les CDS, ce type de produits financiers, ils pourraient exister dans un contexte de finance décentralisée avec un ratio de confiance qui serait différent, à mon sens. D'accord. Très bien, merci. Eh bien, je vois le temps passer, il est 18 h. Je vais vous remercier tous d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça et partager vos avis. Si vous voulez faire une petite conclusion, si vous avez encore un mot à dire, sinon on va pouvoir arrêter là. Vous n'êtes pas obligé. Eh ben, bienvenue dans la DeFi pour les Future of France. Future of France. Future of France, voilà, donc en français. Et puis merci encore et bonne fin de journée à tous. C'était un plaisir et à bientôt éventuellement. Merci au beaucoup. prochain salon de la finance. À bientôt. Merci de nous avoir reçus. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.